Coucou, me voilà avec vous pour une nouvelle petite vidéo sympathique avec deux trois petites choses. Vous voyez, les deux trois petites choses que j'ai rajoutées ici. De ce côté-ci, on a donc deux petites infos. Voilà. Pour la Vuelta 2023, donc le Tour d'Espagne, que en ce moment il y a bien sûr le Tour féminin qui se termine, voilà, la semaine du Tour féminin espagnol. Alors j'ai pas le détail, bon j'ai préféré ne pas vous détailler les étapes parce que ça dure qu'une semaine. Et en fait, ouais, j'ai vu la carte du Tour féminin espagnol, donc ça s'appelle évidemment en espagnol la Vuelta Femina, la Vuelta féminine. Donc pour le début du mois de mai, avant de laisser les hommes faire le tour de l'Italie que je vous ai montré il y a 2 jours, le tour d'Italie, hein, je vous rappelle, pour aller jusqu'à Rome. Les filles, donc, elles vont donc du sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Espagne. Voilà, ils font un peu une transversale du sud au nord. Enfin, un peu, voilà, un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc elles font donc cette étape. Voilà, cette étape avec deux contre-la-montre. Un contre-la-montre par équipe le premier jour et un contre-la-montre individuel à mi-parcours. Eh bien, les hommes vont faire la même chose. Mais ça va durer 3 semaines, le Tour d'Espagne. Alors, si vous avez bien zoomé sur les infos, et oui, cette année, ils n'ont pas cherché bien loin. Ils se sont dit, on va aller d'une grande ville à une autre grande ville d'Espagne, à deux villes où il y a deux équipes de football qui sont un peu rivales. Évidemment, les grands matchs entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Eh ben tiens, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas de partir de Barcelone pour aller jusqu'à Madrid. Eh ben c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont d'abord faire un contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone. Ben, malgré tout, c'est une jolie ville, hein, évidemment, avec leur magnifique stade du FC Barcelone, des Blaugrana, évidemment. Donc Barcelone, ils font un contre-la-montre à Barcelone le 26 août. Voilà, du 26 août au 17 septembre. Voilà, fin août, début septembre. Voilà, c'est la tradition en Espagne. Voilà, la rentrée des classes se fait en même temps que la Vuelta. Alors que nous, on a la chance de pouvoir faire notre petite course pendant les vacances d'été au mois de juillet. Voilà, et donc eux, bien sûr, eux ils finissent l'été, boum, avec la Vuelta. La Vuelta Barcelone. Alors, bon, je peux pas vous montrer toute la carte, donc je peux déjà vous dire les principales villes qu'ils vont visiter, qui vont donc ville départ et ville arrivée. Alors, je vous fais un peu le tracé, je vais vous décrire le tracé. Donc, ils commencent donc à Barcelone. Ensuite, Barcelone, ils font comme une étape qui va jusqu'à Barcelone. Une étape de plat. Voilà. Ensuite, après Barcelone, ils vont vers Andorre. Et oui, la principauté d'Andorre. Ensuite, hop, ils font donc ils font Barcelone. Ils montent un peu jusqu'à Andorre. Après, ils descendent à côté de Barcelone à Tarragona. Après, ils vont aller un peu plus vers le sud, hein. Voilà, pour faire plaisir aux Espagnols du sud. Donc, en restant un peu sur la côte. Voilà, la côte espagnole, donc vers le sud. Alors, qu'est-ce que je connais? Ah oui, il y a une arrivée à l'observatoire astronomique de Javalambre. Voilà. Bon, je vous le fais en espagnol. L'Observatorio Astrofísico de Javalambre. Voilà, donc une arrivée en altitude, bien sûr, l'observatoire. Une petite étape de montagne, évidemment,
pour finir la première semaine. Voilà, et ils descendent donc vers le sud jusqu'à Carthagène. Cartagena, un magnifique village de Carthagène. Voilà, faut que ça soit un peu touristique, évidemment. L'Espagne, en plus là, ils crèvent de chaud, les Espagnols. Voilà. Voilà, Carthagène, donc, dernière étape dans le sud de l'Espagne, donc de Carthagène jusqu'à Collado de la Cruz de Caravaca. Voilà, Collado, ça va être un col, ça va être une étape de montagne. Collado de la Cruz de Caravaca. Après, ils font un petit transfert, donc là, c'est la fin de la première semaine. Évidemment, le règlement exige que les jours de repos se fassent les lundis, comme pour le Tour de France, comme pour le Tour d'Italie. Le Tour d'Espagne aura droit à ces jours de repos donc les lundis. Donc là, ils font un petit transfert, où on passe à côté de Madrid et on va en direction de la Laguna Negra. Ouais, la lagune noire. La Laguna Negra. Mercredi 6 septembre, voilà, le 7 septembre, ils vont arriver à Saragosse, le magnifique village espagnol de Saragosse. C'est vraiment très touristique. Mais c'est quand même une course de vélo, hein, évidemment. Ensuite, de Saragosse, on se dirige vers les Pyrénées, voilà. Ouais, même si en Espagne, il y a quand même des épreuves de montagne dans la ville, dans le pays. Mais de temps en temps, ils font des petites incursions du côté de la France, évidemment, comme c'est à côté. Ils font une petite incursion en France avec le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est un vendredi 8 septembre où ils font une étape avec une arrivée dans le mythique col pyrénéen du Tour de France, le col du Tourmalet. Eh oui. En partant de l'Espagne, voilà, juste à côté de la frontière espagnole, évidemment, du côté de Formigal. Allez, ils se sont dit, allez, on fait une excursion en France avec le col du Tourmalet, allez, on en fait une deuxième, mais cette fois-ci en arrivant dans un petit village du Béarn. Le petit village du Béarn, non, en partant du village de Béarn, de Sauveterre de Béarn, pour arriver à Lara Belagua, avec il y a un U. Hein. Voilà. Donc le 9 septembre, le 10 septembre, le dimanche 10 septembre, à une étape. Ah non, oui, pas que je me trompe. Le point bleu, c'est le départ, le point rouge, c'est l'arrivée. Le point bleu de cette étape du 10 septembre de la Vuelta, cette étape, la 15e étape, démarre à Pamplona. Hein, la magnifique ville de Pamplona. Pamplona. Jusqu'à Leconberry. Donc ça doit être un peu basque, la prononciation. Donc deuxième jour de repos pour aller vers le nord de l'Espagne, la côte nord de l'Espagne, presque. Oui, d'accord, oui, parce qu'il n'y a que la carte de l'Espagne, parce qu'à côté de l'Espagne, il y a le petit pays du Portugal. Donc ensuite, on ira donc un peu donc, au nord. Alors, avec un petit départ au bord d'une playa. Liencres Playa. Voilà. Ensuite, il y a... Ensuite, voilà, il se dirige presque vers Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, mais il y a surtout l'étape du contre-la-montre. Ah non, la 10e étape, pardon. Oh là, on revient un peu en arrière. J'ai carrément sauté. J'ai sauté le contre-la-montre individuel dans la magnifique ville de Valladolid. Contre-la-montre le mardi 5 septembre. Contre-la-montre individuelle à
à Valladolid. Et ensuite, il y a une toute dernière étape, évidemment, la veille de l'arrivée à Madrid. Il y a une étape de montagne, évidemment, l'étape décisive pour le classement général, qui se déroulera, évidemment, alors, je vais essayer de prononcer l'arrivée du 16 septembre, Guadarrama. Voilà, c'est juste à côté, pas loin de Madrid. Voilà. Guadarrama, avec 2 R. Voilà. Il y a 4 A dans le nom. Mais enfin, évidemment, le principal, c'est d'arriver, donc de partir de Barcelone pour arriver jusqu'à Madrid, en chair et en os, en partant, alors ils partent de l'hippodromo de la Zarzuela. Voilà, donc l'hippodrome, c'est juste à côté de Madrid, voilà. Et j'ai cru voir que c'était 101 km, voilà, entre l'hippodrome et Madrid. Bon, évidemment, c'est la dernière étape, où ils font comme pour le Tour de France, ils font un petit défilé, voilà, parce que bon, de toute façon, voilà, tout va se jouer surtout dans les rues de Madrid, dans le petit circuit autour de la place, Paisaré de la Luz. Voilà, la grande place, les Champs-Élysées madrilènes, on va dire. Voilà, donc les Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées madrilènes, donc ça doit être toujours à peu près 6 ou 8 tours dans le circuit final à Madrid, évidemment, avec bien sûr, comme pour le Tour de France, l'arrivée en début de soirée. On va dire, voilà, début de soirée, et le podium, bien sûr, avec les magnifiques lumières du podium de Madrid, devant le magnifique bâtiment, le monument le plus connu au monde, bien sûr, grâce à la Vuelta, devant, bien sûr, Madrid. Voilà, alors nous, le Tour de France, nous, on met un podium en plein milieu de l'avenue des Champs-Élysées, avec la vue derrière sur l'Arc de Triomphe, voilà. Bah oui. Madrid. Voilà un peu donc l'histoire donc de la Vuelta. Et à côté de la Vuelta, il y a quoi? Il y a ici un, dos, tres. Ah oui, 1, 2, 3 en espagnol. Un, dos, tres, donc je vous ai donc parlé évidemment de cette série, évidemment, avec la nouvelle génération. Voilà, la nouvelle génération donc, qui sera donc diffusée, je vous rappelle, sur 6play. Alors pour regarder donc la nouvelle génération de Windows 13, il faut vous abonner à 6play Max, à l'offre payante de 6play. Ceux qui n'ont pas payé l'abonnement ne peuvent pas regarder la série en version originale sous-titrée, diffusée évidemment le lendemain de la diffusion en Espagne de cette série, évidemment, avec bien sûr le retour de Monica Cruz, de Miguel Angel Munoz et de Beatriz Luengo. Voilà. Bon, ils auront quand même un tout petit rôle. Voilà, il y a tout plein de nouveaux personnages. Pour ceux qui ont regardé, bien sûr, savent de quoi je veux dire. Ceux qui ont déjà regardé, en exclusivité, vous avez pu, sans être abonné, je crois, avec Salto, à l'époque où il y avait encore Salto, vous avez pu regarder, pour ceux qui ont Salto, le tout premier épisode de cette nouvelle génération de Windows 13, donc toujours en version originale sous-titrée. Et maintenant, pour ceux qui sont abonnés à 6play Max, pour quelques euros, vous avez la chance de retrouver tous les lundis, la mise en ligne en version originale sous-titrée en français de la nouvelle génération de Windows 13, la nouvelle version de cette série culte, évidemment toujours dans la même école de l'art, de la danse de Carmen Arranz, sauf que la directrice ne l'est autre que celle qui a été élève à cette école dans la série originale de Windows 13 des années 2000, Monica Cruz, qui joue le rôle de la directrice, si. Et bien sûr, avec l'aide
de ses deux anciens camarades, évidemment, Pedro et, et Lola. Voilà. Le nom des personnages que je cherche, évidemment, voilà, ils vont surtout être là pour sélectionner les élèves qui vont pouvoir jouer dans une comédie musicale. Et je sais plus ce que c'est que la comédie musicale, mais voilà, il faut avoir regardé le premier épisode de la série, de la nouvelle version, pour comprendre donc l'histoire que je viens de vous raconter de cette comédie musicale. Donc voilà, il va y avoir donc des histoires d'amour avec de nouveaux acteurs, donc qui ont été bien sûr sélectionnés en casting, si je comprends bien, par les acteurs de la version originale. Évidemment, on ne retrouvera pas, bien sûr, les profs de l'ancienne version. Évidemment, il y aura donc des nouveaux profs, de nouveaux acteurs qui joueront le rôle du prof de chant, les profs de musique, profs de théâtre. Voilà, on aura peut-être, voilà, on aura la directrice, on aura donc les élèves, les réunions dans la salle des profs, l'histoire d'amour entre les profs. Puis bien sûr l'histoire avec bien sûr Monica Cruz maintenant en tant que directrice de l'école. Donc j'ai à peu près tout dit, donc voilà, j'ai juste voulu faire un petit retour sur Mundo Stress, sur ces 7 séries cultes et sur la Vuelta. Donc ça, je parlais de la Vuelta et de Mundo Stress quand ça sera le moment. Avant de parler maintenant, comme il fait chaud aujourd'hui, donc ça c'est fait, la question histoire c'était fait. Maintenant c'était la question provoque, la question cinéma sur la réplique. La réplique lancée par Omar Sy, la formule politiquement incorrecte, la formule donc incorrecte du film qui est devenu culte, la réplique. Ah oui, regardez les 3 propositions que je vous donnais. Regardez, hop, voilà. Ah, je vais être obligé de faire une petite pause pour recharger la batterie, juste pour vous donner la réponse, et après on fait la petite coupure. C'était évidemment la formule d'Omar Sy, c'était évidemment la fameuse réplique « Pas de bras, pas de chocolat ». Voilà, la réplique bien sûr donnée à François de Cluzet, bien sûr, sur son fauteuil d'intouchable. Voilà, et donc, prochaine question. Alors j'ai sorti les fiches de la prochaine question. La prochaine question sera une question avec mes petites fiches violettes de l'action et de l'aventure. Action et aventure. Donc je vais donc recharger la batterie de la caméra et choisir la question. Préparer le sujet sur le syndicaliste. Et je vais quand même bien sûr vous parler aussi un peu. Voilà, ça va être donc une deuxième partie qui sera consacré beaucoup à la politique, donc le syndicaliste et Mélenchon, avec une petite question à vous poser à la fin. Voilà, je vais faire une pause et je reviens à vous dans quelques petites secondes. A tout de suite. Coucou, j'arrive, je reviens. Hop, pardon, je passe de ce côté. Voilà, je décale, hop, ma petite table. Voilà. Hop. J'improvise. Voilà. Hop. Donc on reviendra sur le cinéma, bien sûr, à la fin de la vidéo. Voilà, à la fin de la vidéo spéciale cinéma, avec donc une question action, aventure, évidemment, tout à l'heure. Mais avant cela, parlons... Ah tiens, on va faire dans cet ordre-là. Hop. Alors du coup, où est-ce que j'ai mis les bouquins? Les bouquins... Bon, de toute façon, à moins que je les ai... Ah, je les ai cachés, voilà, ils étaient là, juste à côté de moi, les 2 bouquins. Les 2 bouquins de Jean-Luc. Voilà. Donc, si je m'en rappelle bien... Alors... Alors, quel sujet on va consacrer? Alors,
Alors, on va parler un peu d'actualité. Voilà, parce que pour ce mois de mai, alors je regarde le nombre de parties. Ok. D'accord. Bon, après, c'est des thèmes qui sont, il y en a certains qui sont un peu compliqués. Voilà, donc on va peut-être en enlever quelques-uns. Ok. 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 Bon. D'accord, c'est que ce mois-ci, on va consacrer déjà mes 6 prochaines vidéos sur les 6 syndicats. Voilà, on va fixer donc 6 chapitres aux syndicats. Et avec les syndicats, bien sûr, on va parler donc du chapitre, le chapitre de la démocratie et des institutions. Voilà, en commençant par la première partie, bien sûr, qui tourne autour de la 6e République. Est-ce qu'il y a ce même chapitre dans le programme de 2017? Ah oui, dans le programme de 2017, il y a un peu plus de texte sur cette 6e République. Il y a un peu plus de pages. Donc de la page 21 jusqu'à... Voilà, je regarde. Ok. Ok. Heureusement qu'il y a un sommaire au début. Pour pouvoir... ça va jusqu'à là, ok. Donc on va parler de la 6e République. On va peut-être pas tout lire le bouquin. Donc déjà, ce mois-ci, on va continuer à parler politique, évidemment, au niveau syndical et au niveau parti politique avec l'avenir en commun. Déjà, le programme de 2017, déjà, pour se rappeler de ce qu'il y avait. Et le programme plus récent pour comparer ces deux programmes. Alors, je suis habillé en rouge. Alors, ok. C'est ce que j'avais déjà commencé à faire. C'est ça. Donc du coup, je sais même plus. Ou sinon, il faudrait que je refasse un point sur ce que j'ai fait dans mes précédentes vidéos sur ces deux bouquins et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, on va juste... je pense qu'on va pas aller en profondeur. Donc voilà, je me rattraperai dans la prochaine vidéo sur cet avenir en commun. Donc maintenant, je prends mon smartphone. Comme je suis habillé pour l'occasion, on va donc aller sur Wikipédia. Voilà. Évidemment, à côté de chaque côté, évidemment, vous avez mes petites infos. Évidemment, je vous ai parlé donc dans ma première partie de la Vuelta. Mais il y aura tout d'abord, avant de découvrir la Vuelta au mois d'août, au mois de septembre, avec bien sûr le Tour de France que tout le monde connaît juste avant. Mais entre-temps, ce mois-ci, il y a surtout le Giro d'Italia. Le Tour d'Italie, évidemment, que je vous ai parlé déjà dans une de mes précédentes vidéos. Alors, maintenant que j'ai ouvert Wikipédia, je tape Force ouvrière pour notre premier chapitre. Force ouvrière, donc habillée en rouge comme le logo de ce nom, donc la force, donc le FO, donc c'est le nom usuel que tout le monde connaît évidemment,
le nom usuel de la Confédération Générale Force Ouvrière, qui témoigne de ses origines cégétistes, est une confédération syndicale française créée en 1947. Troisième organisation syndicale en importance derrière la CFDT et la CGT. FO a recueilli sur la période 2005-2006 12,7% des voix aux élections professionnelles et 15,81% aux élections prud'homales de 2008. La mesure publiée en mars 2017 à la suite des élections professionnelles tenues de 2013 à 2016 donne à FO un poids absolu de 15,59% et un poids relatif de 17,93%, lui conservant sa place de troisième organisation syndicale. Dans la fonction publique, à l'issue du scrutin organisé les 20 octobre et 22 novembre 2011, le FO devient avec plus de 18% la troisième organisation dans toute la fonction publique. Voilà, donc je vous fais un petit résumé, voilà, parce que on va aller au plus court. Donc ça a été voilà, origine de la scission de la CGT. La scission, c'est à la fin des années 40, 1947, après les tensions qui sont montées dans la bataille du charbon. Voilà, donc il y a eu des grèves en 1947, avec donc la branche réformiste de la CGT. Voilà, donc réformiste avec une tendance révolutionnaire puis communiste à partir des années 1920, la Première Guerre mondiale évidemment avec le décès de Jean Jaurès. Voilà, cela montre les premières divergences. La CGT est divisée entre une majorité bien sûr ralliée à l'Union sacrée et à l'effort de la guerre et avec la minorité pacifiste dénonçant la guerre et soulignant la nécessité de maintenir l'activité revendicative. Après bien sûr on passe à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, avec la tendance réformiste, bien sûr non communiste, qui se trouve en minorité et qui crée en 1947 donc la fameuse Confédération Générale du Travail que tout le monde connaît sous le nom de FO. Donc voilà, donc j'ai un récapitulatif des dates. Voilà. Alors. Voilà, vous avez tout le détail sur Wikipédia. Donc, alors, je vais essayer de traduire, de le faire à ma sauce. En août 46, tiens, en août 46, il y a eu une scission au niveau des facteurs, hein, des PTT. Voilà. Donc voilà, redressement interne, voilà. Après en mai 1947, le conflit de chez Renault. Voilà, Renault, Citroën, je crois encore à l'époque, dans les années 50, évidemment, il y a encore. Voilà, Renault, Citroën, Peugeot et Renault. Voilà donc les noms des usines françaises. Mais on parle donc du conflit de Renault. Voilà, le plan Marshall, Voilà, je vous fais un résumé rapide. Voilà. Ensuite, ça se développe évidemment avec André Bergeron. Voilà, la deuxième époque de FO qui est marquée par le long mandat d'André Bergeron qui érige en pratique constante la négociation.
Voilà, bien sûr, en étant membre du Parti Socialiste, Bergeron entretient des rapports cordiaux avec les gouvernements gaullistes. Voilà, la crise de mai 68, évidemment, elle s'oppose aux communistes comme au projet de l'autogestion porté par la CFDT. Elle se montre également sceptique par rapport à l'union de gauche et à son programme commun. Voilà, voilà. L'indépendance à l'égard du politique, évidemment, c'est un danger qui guettait la force ouvrière donc, dès sa naissance. Voilà, sa dépendance donc à l'égard du Parti Socialiste. Voilà, il aurait pu se faire qu'à la fin des années 40 et dans les années 50. FO, voilà, la charte d'Amiens est. C'est un peu compliqué. Voilà, voilà, voilà. À la fin des années 60 et dans les années 70, FO prend plusieurs positions qui se veulent des manifestations de son indépendance et de son originalité dans le paysage syndical français et européen. En 69, la force ouvrière appelle à voter non au référendum proposé par le général de Gaulle. Le référendum qui a un double objectif, la mise en œuvre de la régionalisation et la création d'un Sénat corporatiste associant dans une même chambre les représentants des intérêts économiques, c'est-à-dire patronat et syndicats. Mais en fait, bien sûr, la force ouvrière fait quand même un rapprochement avec le régime de Vichy et la charte du travail. En 84, le syndicalisme enseignant à FO, jusqu'alors quasiment inexistant depuis 1948, se développe après le passage de militants venus de syndicats de la FEN, qui appartiennent notamment à la tendance. Ok, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Ok, on va passer en 89. Voilà, après, bien sûr, lorsque André Bergeron se retire en 1989, son dauphin Claude Pitous est battu par Marc Blondel. Marc Blondel est élu nouveau secrétaire général. Donc, ça engage évidemment la force ouvrière sur une voie plus combative, marquée par le conflit de 1995 contre le plan Juppé et la symbolique poignée de main avec Louis Vianney, secrétaire général de la CGT. À l'origine, au plan syndical, de la création de nombreuses structures de protection sociale collective, évidemment l'UNEDIC, la retraite complémentaire notamment. Donc la force ouvrière a toujours considéré que la pratique contractuelle est un outil important pour construire et développer des droits collectifs à tous les niveaux, interprofessionnels, branches d'activité, voire même entreprises. C'est dans ce sens-là, bien sûr, merde, où est-ce que j'en suis? Voilà, que la force ouvrière revendique avoir toujours combattu le tout État contre le tout marché. Voilà, alors, évidemment, l'objectif de Force ouvrière, c'est de défendre les services publics et la sécurité sociale comme des structures assurant des droits égaux aux citoyens, en cohérence avec les valeurs républicaines. Donc, d'où le combat mené en 1995 contre la généralisation aux fonctionnaires et aux entreprises publiques. Donc, on parle évidemment des transports publics, de la SNCF et de l'EDF, le RATP, SNCF, l'EDF, et les mesures imposées aux salariés du secteur privé pour la fameuse réforme d'Édouard Balladur pour les retraites de 1993. Voilà. Donc évidemment, cette bataille a été perdue à la suite de ce conflit. La présidence de la Caisse nationale d'assurance maladie, après avoir déjà perdu celle de l'UNIDIC, donc l'UNIDIC bien sûr hérite la CFDT. J'espère que vous avez compris, ou sinon vous avez tout le détail sur Wikipédia. En 98, Jacques Méret et Jean Grosset, non je ne connais pas ces deux-là, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'Union départementale de Paris, en désaccord avec la ligne suivie par la Confédération, décident de rejoindre l'UNSA.
Et FO s'engage en 2003 contre la loi Fillon sur les retraites et propose aux organisations syndicales la grève générale. Proposition non reprise et carrément ignorée par les médias de masse. On passe du côté de Jean-Claude Mailly. En février 2004, le 20e congrès qui s'était réuni à Paris, Jean-Claude Mailly succède à Marc Blondel au poste de secrétaire général de la Force ouvrière. Je commence à la voir qui déraille. C'est presque fini. Voilà, alors pour Jean-Claude Mailly, donc on va directement voilà, en 2008, la Force ouvrière donc ne signe pas le texte du 9 avril 2008 donc sur la représentativité syndicale. Donc c'est un texte qui permet selon la centrale la dérogation du temps de travail et donc la remise en cause des fameux 35 heures que tout le monde connaît. En 2010, donc, il formule des propositions, donc je parle toujours de Force ouvrière, formule des propositions pour reformer le système des retraites, participe aux 5 grandes journées de grève et de manifestation de 2010. Le syndicat réclame une hausse des cotisations vieillesse et une taxation de nouveaux revenus de capital en 2010. Il propose notamment une taxe de 3% sur les bénéfices non réinvestis et des cotisations sur l'intéressement, évidemment avec bien sûr la participation et les stock options. Voilà. Et du coup, FO dénonce la plupart des mesures prises par le ministre du Travail de l'époque, Éric Woerth, dans la loi de réforme des retraites, demandant le retrait du plan Fillon-Sarkozy et une négociation sur un nouveau plan intégrant les propositions et les revendications des syndicats. Bim, février 2011, 22e congrès confédéral qui se tient à Montpellier, Jean-Claude Mailly est reconduit à la tête de la Confédération, puis de nouveau en février 2015 lors du 23e congrès confédéral qui se tient à Tours. 2016, hop, le sujet de la loi travail, blablabla. En avril 2017, évidemment, élection présidentielle, avec bien sûr la Force ouvrière, fidèle à sa ligne historique et le seul syndicat à ne pas donner de consigne de vote entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est bien la Force ouvrière qui n'a pas donné de consigne de vote pour le second tour des élections de 2017. Jean-Claude Mailly a donc rappelé cependant dans un communiqué de presse son rejet de tout racisme, xénophobie ou antisémitisme. On passe donc à Pascal Pavageau, c'est ça. Voilà, depuis donc 2018, qui succède à Jean-Claude Mailly en tant que secrétaire général. Voilà. Ah oui, d'accord. Blablabla. Blablabla. Ensuite, donc du coup, on change avec, on passe en 2018 avec Yves Verrier. Voilà, donc le plus ancien membre du bureau confédéral. Voilà, donc c'est un réformiste militant. Blablabla. Et donc, à l'issue du 25e congrès de Force ouvrière organisé du 30 mai au 3 juin 2022, à Rouen, le réformiste Frédéric Souillot, c'est ça, 54 ans, fils de gazier et petit-fils d'électricien, est élu secrétaire général en remplacement d'Yves Verrier qui avait décidé de ne pas se représenter. Voilà, résultat, 87,68% des suffrages exprimés. Voilà, évidemment, vous connaissez, il est quand même le grand défenseur d'un retour de la retraite à 60 ans. Il dit au lendemain de son élection vouloir faire de ce sujet la mère des batailles. Après, vous connaissez la suite. Les mouvements sociaux de 2023, évidemment. Donc.
Après, le sujet n'est pas très intéressant. Blablabla. Voilà, alors attends. Il y a juste le petit encart. On va faire un petit récap. Alors, un petit récap. On revient au début. Voilà. Donc, on rappelle que Force ouvrière, donc, c'est une confédération syndicale française fondée en 1947 par Léon Jouot et Robert Bottero. Voilà, avec un siège à Paris. Secrétaire général donc actuel évidemment Frédéric Souillot. Affilié bien sûr à la Confédération européenne des syndicats. Affilié bien sûr au niveau international à la Confédération syndicale. Avec en 2011 500 000 membres revendiqués. Et le slogan que tout le monde connaît, c'est la force syndicale, résister, revendiquer, reconquérir. Voilà, vous connaissez évidemment ensuite le site internet, c'est forceouvrière.fr. Et donc, le prochain sujet, le mois prochain, ça sera la CGT, la Confédération Générale du Travail. Voilà. On va donc conclure donc, dans ma précédente vidéo, donc j'ai fait déjà une question histoire du cinéma avec Vidocq. J'ai posé une question provoque avec le film Intouchable et Omar Sy et sa fameuse réplique culte pas de bras, pas de chocolat. Et pour cette vidéo, voici la question dont la réponse vous sera donnée dans 2 jours. C'est une question, donc voilà, je l'ai sélectionnée moi-même. Parmi toutes les questions action et aventure, voici celle de cette vidéo. Je vous la lis. Dans quel film Clive Robertson explique à son neveu « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Est-ce que ça vient du film Spider-Man 1. Harry Potter à l'école des sorciers? Réponse 2. Ou est-ce que ça vient du film L'exercice de l'État? Réponse 3. Eh bien, je vous donne ma réponse dans 2 jours. Voilà. Dans 2 jours, donc, on vous rappelle qu'on parlera de la CGT et que peut-être j'aurais mis un point, une petite mise au point sur les 2 bouquins de la NUPES. Voilà, donc c'est bien de rappeler que pour les épreuves sportives, il y a surtout les 2 grands, bien sûr, qui encadrent le Tour de France. Tu as tout d'abord le Tour d'Italie au mois de mai, et ensuite, après l'été, vous avez donc la Vuelta de Barcelone à Madrid du 26 août au 17 septembre. Voilà. Et dans ma précédente vidéo, je vous ai également parlé de Undo Stress, nouvelle version. Et également, voilà, c'est encore un peu d'actualité, le festival Le Ton est donné. Voilà, avec le 12 et le 13 mai, Jardin des Carmes, Place des Carmes à Aurillac, dans le Cantal, avec donc du théâtre, des ateliers, des expos et des food trucks, bien sûr, pour les affamés, on va dire. Voilà, avec bien sûr 2 soirées de concerts, ambiance assurée, tout ça évidemment pour parler de la culture avec des personnes en situation de handicap. Voilà. J'ai à peu près tout dit, voilà. Ne pas oublier, bien sûr, j'ai toujours un petit lien, évidemment, avec le carton rouge à la retraite à 64 ans. Mon petit calendrier de Delphine Vespizer, évidemment, pour le divertissement avec
Love Island France, évidemment sur W9, avec une application pour faire des votes, pour faire des choix dans cette aventure, évidemment en temps réel, avec des résumés, évidemment, presque tous les soirs, sauf le samedi soir, à 19h50, avec une petite voix off très marrante, et avec bien sûr des histoires d'amour. Oh, les histoires d'amour. Et on retrouvera Delphine évidemment cet été pour Fort Boyard, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, j'ai quasiment tout dit pour cette deuxième partie. Voilà, désolé, j'avais la caméra qui était sur le point de ne plus marcher. Voilà, pour cette vidéo coupée en deux, c'est terminé. Je vais bien sûr rapidement, dès que possible, vous la mettre en ligne pour le pour le 4 mai, aujourd'hui. Voilà. Et on se donne donc après le 4 mai. Je vais quand même en mettre aussi une pour le week-end. Donc la vidéo sur la CGT. Voilà pour le 6 mai. Et ensuite on parlera du 8 mai. Peut-être. Avec quelque chose. Mais je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo du 6 mai. Voilà. Ensuite, il y aura les vidéos du 8 mai. Et après, on verra avec le 10, le 12, le 14, le 16. Voire même plus, c'est infinité. Avec les syndicats. Allez, je vous laisse. Et je serai toujours habillé comme ça, bien sûr. Hop, je rajuste. Hop là, mon costume. Voilà. Et je vous souhaite, bien sûr, de finir bien la semaine. Finissez bien la semaine. Et on se retrouve donc pour ce week-end, pour ce deuxième week-end qui sera encore prolongé avec le 8 mai, pour le 6, pour le samedi 6, avec donc la CGT et avec le cinéma. Bye bye.